Que se passe-t-il vraiment dans la tête d'une personnalité qui a passé 80 ans à construire une image de pouvoir absolu lorsque tout menace de s'effondrer? C'est ce qu'on explore aujourd'hui en plongeant dans l'analyse psychologique proposée par le livre Le Point de rupture. Pour planter le décor, l'analyse s'ouvre sur cette citation très connue de W.B. Yeats, « Le centre ne peut pas tenir ». Le livre s'en sert comme d'une métaphore en fait pour décrire l'effondrement potentiel d'un ego unique et surtout surpuissant. Et ce chiffre, 80, il est clé. Selon la source, il représente le nombre d'années durant lesquelles une structure psychologique très particulière a été bâtie et maintenue, souvent sous une pression absolument immense. 80 ans, c'est toute une vie. L'ouvrage nous propose donc un aperçu de plusieurs scénarios possibles d'effondrement. D'ailleurs, il utilise une image assez frappante pour ça. Il l'appelle ça un menu de catastrophe. Alors, au cœur de toute cette analyse, il y a un concept central, celui du soi grandiose. C'est un terme clinique, mais pour le dire simplement, c'est une image de soi complètement démesurée, construite comme une forteresse pour cacher un sentiment profond d'inadéquation. Cette structure, nous dit le livre, a une règle simple. Elle rejette en bloc toute réalité qui pourrait contredire son sentiment de supériorité. C'est très solide, bien sûr, mais ce n'est pas invincible. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire tomber cette forteresse? Le premier point de rupture identifié par le livre est très clair. C'est l'humiliation publique. L'auteur l'a décrit comme une véritable kryptonite psychologique. Et cette phrase résume parfaitement l'argument. L'humiliation publique est la kryptonite du narcissique. Ce que la source explique, c'est qu'une personnalité de ce type peut toujours trouver un moyen de rationaliser un échec, de le transformer en victoire. Mais la moquerie publique, surtout quand elle vient de figures respectées, ça, c'est autre chose. C'est particulièrement destructeur. Le livre essaye de retracer une chronologie de ces moments clés. Ça commence en 2011, avec le fameux dîner des correspondants de la Maison-Blanche, où la moquerie publique aurait servi de catalyseur. Ensuite, bien sûr, la défaite électorale de 2020, qui aurait mené à un comportement de plus en plus imprévisible et à la création d'une réalité parallèle. Et enfin, le 6 janvier, que l'analyse ne voit pas comme un acte politique, mais, et je cite, comme un effondrement narcissique rendu manifeste dans la violence. On passe au deuxième scénario, qui explore une peur peut-être encore plus profonde que l'humiliation, la peur panique de devenir insignifiant. Et pour comprendre ça, il faut parler de l'approvisionnement narcissique. Le livre le décrit comme le carburant psychologique essentiel. C'est l'attention, l'adulation, cette ferveur presque religieuse des partisans. Tout ça est absolument indispensable pour maintenir à flot le soi grandiose. Et là, l'analyse met en lumière un paradoxe qui est vraiment fascinant. La haine, l'opposition, les critiques, tout ça, ce ne sont pas de vraies menaces. Au contraire, d'une certaine manière, ça prouve son importance. Non, la vraie menace existentielle, celle qui s'apparente à une annihilation psychologique, c'est l'indifférence, c'est d'être ignoré. Et c'est pour ça que, selon le livre, la peur ultime, c'est un lent déclin vers l'insignifiance. C'est comparé à être enterré vivant. Comme le dit la citation, cet abandon progressif peut être bien plus dévastateur psychologiquement qu'une défaite spectaculaire. La troisième catégorie de point de rupture est peut-être la plus inévitable de toutes, parce qu'elle ne dépend de personne. Elle est simplement enracinée dans la réalité du vieillissement. L'analyse pose ici une question fondamentale et assez vertigineuse. Face au déclin naturel de l'esprit, que se passe-t-il quand l'ego, lui, refuse catégoriquement de l'admettre? C'est une collision frontale, inévitable, entre la réalité physique et les défenses psychologiques. Pour étayer cette idée de collision, le livre pointe plusieurs facteurs de risque. L'âge d'abord, 78 ans au moment de l'écriture, des antécédents familiaux avec la maladie d'Alzheimer, et puis des changements qui seraient observés dans la manière de parler. Tout ça, bien sûr, entre en conflit direct avec le principe même du soi grandiose, l'incapacité totale de reconnaître la moindre faiblesse, la moindre limitation. Mais alors, comment on peut détecter un tel déclin? C'est là que ça se complique, et le livre le résume avec cette phrase très forte. Le niveau de base est si anormal que l'anormalité est invisible. Autrement dit, il serait très difficile de voir un déclin cognitif quand le comportement de référence est déjà, par nature, extrêmement erratique. Et l'analyse va jusqu'au bout de la logique, jusqu'à la confrontation finale avec la réalité, la mortalité. La mort y est décrite comme la blessure narcissique ultime. Pourquoi? Parce que c'est la preuve finale, irréfutable, que le soi grandiose n'est ni spécial, ni au-dessus des lois de la nature. C'est la limite humaine par excellence. Bon, on arrive à la conclusion de cette analyse, à la description du mécanisme même de l'effondrement. Pour décrire cet effondrement final, le livre emploie un thème clinique, la décompensation. C'est une rupture soudaine et rapide de toutes les défenses psychologiques. Ça mène à la rage, à la paranoïa et à la fragmentation du soi grandiose.
L'image utilisée est celle d'un barrage qui cède d'un coup sous la pression. Et ce processus se déroulerait en plusieurs étapes, un peu comme une spirale. D'abord, les défenses lâchent parce que la réalité devient juste trop écrasante. Ensuite, le soi grandiose se brise en morceaux. En réaction, la rage et la paranoïa explosent avec des attaques contre des ennemis réels ou imaginaires, et finalement, le système psychologique tout entier s'effondre. Fait intéressant, l'analyse soutient que la période de plus grand risque n'est pas au sommet du pouvoir. Au contraire, c'est à la fin. C'est ce moment de transition, du pouvoir absolu à l'impuissance relative, qui est présenté comme le plus dangereux. Et tout ça, ça amène logiquement le livre à se projeter et à poser une question pour l'avenir. Que pourrait-il se passer lors d'une éventuelle fin de mandat en janvier 2029 ? Face à une sortie du pouvoir qui serait imposée par la Constitution, 3 scénarios sont évalués. La probabilité d'une sortie en douceur, élégante, 0. Celle d'un refus pur et simple de quitter le pouvoir, significative. Mais le scénario jugé le plus probable, c'est la tentative de désigner un successeur marionnette, pour tenter de garder une forme de contrôle et de protection. La thèse centrale du livre tient donc en une phrase. La collision psychologique est inévitable. Comme le dit la citation, seul le moment de l'impact et l'étendue des dégâts restent incertains. Et l'analyse nous laisse sur cette dernière question une pensée assez provocatrice qui invite à réfléchir bien au-delà de l'individu, aux conséquences plus larges. La seule question qui reste en suspens est: qu'est-ce qui s'effondre avec lui ?